Voici la capsule du 19 novembre 2020. Cette capsule-là, c'est le cours du 19 novembre. Je vais vous expliquer quelques petits concepts et définitions dans le document matériaux et procédés. Vous allez lire les pages que je vais vous mentionner et je vais vous donner aussi des compléments d'information. Donc, c'est important d'écouter la capsule et de lire ce que je vais vous indiquer dans le document matériaux et procédés. Donc, ce document-là, vous l'avez eu. On l'a déjà utilisé d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la section des matériaux ferreux et des matériaux non ferreux, qu'on appelle aussi les métaux légers. Et puis, ça fera partie de théorie qui sera à l'examen final de la fin de la session. Et aussi, nous allons revenir sur certaines définitions et certains principes vus aujourd'hui dans cette capsule. Donc, je vous invite à utiliser le document matériaux et procédés. Nous allons voir aujourd'hui les métaux ferreux et les métaux non ferreux. Donc, je vous envoie directement à la page 55. Métaux ferreux, chapitre 2. Alors, les métaux ferreux, on en a vu quelques exemples. Okay, on a même fait une introduction à la matière au cours de la première section du cours. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour la fin de la session, nous allons voir les polymères naturels et synthétiques, les céramiques et les matériaux composites. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les métaux ferreux et non ferreux. Alors, ce sont les matériaux métalliques. On avait vu dans le tableau périodique où étaient situés les métaux. Alors, il ne faut pas oublier que ces métaux-là ont une structure cristalline qui leur est propre. On a aussi les mailles et l'effet d'allotropie, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes propriétés mécaniques dans tous les sens. Donc, si on l'étire, si on l'écrase, on devrait avoir les mêmes propriétés. Donc, ça a été vu. On avait vu aussi cubique centré, cubique face centré et hexagonal compact comme étant les mailles élémentaires. Il y en a d'autres, mais ce sont les trois principaux. Ce qui est important de savoir lorsqu'on est en génie mécanique, ce sont les désignations normalisées des aciers. Alors en Amérique du Nord, on utilise ASTM, AISI, ASE. Quels sont ces acronymes? Ces acronymes-là nous donnent des codes pour nos aciers. Donc le SAE, la Society of Automotive Engineering, c'est associé à l'Association des ingénieurs en matériaux, l'ASTM. Ils auront sensiblement les mêmes codes. Mais faites attention parce que si on tombe sur la normalisation au niveau national, comme on a le code canadien, le code français et le code allemand, il y en a plusieurs. Chaque pays peut avoir des codes différents pour les aciers. Ce qu'il faut faire, ce sont des concordances, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les numéros. On va en parler dans quelques minutes. On a vu, il y a quelques semaines, les structures métalliques. On a vu le polissage, vous avez fait des démonstrations aussi. Vous m'avez même fait des petites recherches au niveau des devoirs. Donc ça, je considère que c'est quelque chose qui a été vu et ça sera revisé plus tard pendant votre cursus de cours, dans le cours traitement thermique. Diagramme d'équilibre. Lui aussi, on en a fait une introduction. Alors, rappelez-vous que le diagramme d'équilibre fer-carbone, c'est un diagramme
qui ne tient pas compte du temps de refroidissement. Le temps de refroidissement est infini. Donc, on ne peut pas évaluer des traitements thermiques simplement avec le diagramme d'équilibre. C'est un diagramme qui est très théorique, mais qui nous introduit au traitement thermique par le fait qu'on va regarder quel est le pourcentage de carbone qui est dans notre acier. Mais on ne peut pas évaluer si on va faire une trempe à l'huile ou à l'eau, qu'est-ce que ça va donner avec ce diagramme-là. Ce diagramme-là nous donne une historique de comment l'acier se comporte lorsqu'on la chauffe et lorsqu'elle va se refroidir, et je vous rappelle, avec un refroidissement presque infini. Ce qui est important à savoir, on a du fer pur, donc 0% de carbone. On va avoir l'acier qui va être parfait pour les traitements thermiques, ce qu'on appelle l'acier eutectoïde. Alors, elle a 0,8% de carbone. Et après ça, on va tomber dans les fontes. Les fontes, on commence à 2%. Ici, on a 2,1% de carbone. Donc, les aciers qui sont avant 0,8, on les appelle les aciers hypoeutectoïdes. Après 0,8, on les appelle les aciers hypereutectoïdes. Ici, on commence notre tableau à 600 degrés Celsius. Ce qui est intéressant, c'est que en bas de 600 degrés Celsius, on ne peut avoir de traitement thermique. Lorsque vous allez suivre le cours de traitement thermique, on va vous introduire sur certaines notions de traitement thermique de vieillissement. Mais si on parle vraiment de trempe, alors après 600 degrés Celsius, on ne devrait pas avoir de transformation majeure au niveau de notre acier. En haut de 700 degrés Celsius, vous voyez, on a le 727 degrés Celsius, qui est vraiment une mesure théorique. Mais cette mesure théorique-là, on l'a fait en laboratoire aussi. Si on chauffe une pièce, si on installe un aimant à proximité, l'aimant va être attiré par une pièce d'acier. Si on la chauffe, exemple, aux torches acétylène, à 727 degrés théoriquement, donc à peu près 730-750 degrés Celsius, la pièce perd son magnétisme. Alors, on sait qu'on est tombé de cubique centré à cubique face centré. Donc, ce sont les zones vertes et la zone où c'est indiqué austénite plus cémentite, qui est une transformation vers l'austénite. Alors, qu'est-ce que l'austénite au niveau des aciers? C'est tout simplement un acier qui est chauffé à haute température. Elle a changé sa structure atomique. Elle peut absorber plus de carbone et on va s'en aller vers la zone liquide. La zone liquide, c'est là où l'acier va fondre. La petite zone là, qui est vraiment à gauche en haut, qui commence à 1400 degrés Celsius, 1500 degrés Celsius, on a vraiment un point à 1539 degrés Celsius. C'est là qu'on va voir des transformations majeures lorsqu'on va souder. Parce que lorsqu'on soude, on doit rendre le métal liquide. Donc, quand vous allez faire le cours de procédé de soudage, on va parler un peu de cette phase-là qui est très importante, puis regarder un peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut souder nos aciers là, dans cette zone-là. Vous remarquerez que les aciers qui sont excellents au niveau du procédé de soudage, ceux qu'on va utiliser pour souder, vont être des aciers à faible teneur de carbone. Il faut se rappeler aussi comment se fait le mécanisme pour le traitement thermique. Alors, ce mécanisme-là, on va chauffer notre acier. Notre acier va pouvoir absorber plus de carbone. Et lorsqu'on va le refroidir rapidement, donc on va sortir du diagramme d'équilibre qui est représenté ici, on va le refroidir très vite. Okay, donc, on va le refroidir à l'eau, à l'huile. Alors, on va tout simplement empêcher les atomes de carbone, sont beaucoup plus petits que les atomes de fer, de sortir du maillage. Donc, on va changer les propriétés mécaniques parce que le carbone n'a pas eu le temps de revenir à sa position initiale. Donc, on le voit bien ici, là, si on est avec un refroidissement infini, on va revenir à une structure de départ. On l'avait chauffé, on l'a refroidi.
mais ce n'est pas ce qu'on fait lorsque on va manipuler des aciers pour en faire des aciers plus durs avec des traitements thermiques. On a aussi les fontes. Les fontes contiennent beaucoup de carbone. Les fontes peuvent avoir aussi des traitements thermiques, mais je vous rappelle que les fontes ont un gros défaut, c'est qu'ils sont cassants. Pourquoi ils sont cassants? Parce qu'ils ont entre 2,1% et 4,3% de carbone. Donc, c'est beaucoup. On parle jusqu'à 6,67%, mais là, on est vraiment dans une espèce de mélange avec un peu d'acier et beaucoup de carbone, ce qui est utilisé seulement pour faire des espèces de boulettes pour le concassage au niveau des mines. Au niveau mécanique, c'est pas très utilisé. Influence des éléments d'addition. Alors, vous vous rappelez, l'examen 2, je vous avais demandé de remplir ce tableau-là. Vous l'avez tous trouvé dans le document, vous l'avez reproduit. Alors, je vous demande, OK, d'en retenir certaines parties. Alors, les principaux éléments d'addition sont le nickel, le chrome. Alors, je vous rappelle que les deux ensemble, à forte teneur, on va avoir des aciers inoxydables, okay, qui est une famille vraiment à part des aciers standards. On a le molybdène qui va servir à être plus dur lorsqu'on va frapper dessus, donc lorsqu'on va l'écraser. Donc, un exemple classique, c'est des rails de chemin de fer. On va avoir un acier au molybdène. On va avoir aussi les enclumes qui vont être faites avec du molybdène. Et on a du tungstène qui vont augmenter les propriétés mécaniques. Donc, tout ça a une influence sur l'effet de soudage, le fait de travailler avec ces aciers-là, le fait de les percer, les machiner. OK. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les éléments d'addition, on ne peut pas en mettre tant qu'on veut, parce que ces éléments-là, à un moment donné, vont saturer dans l'acier. Donc, chaque élément a un pourcentage de saturation. Et qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on sera sursaturé? Bien, ces éléments-là vont se regrouper, OK, dans l'acier. Donc, l'acier va devenir hétérogène. Donc, il va y avoir des endroits qui vont être beaucoup plus fragiles. Parce que, exemple, si on met trop de nickel, le nickel va tout simplement créer des espèces de zones de nickel. Donc, les atomes de nickel vont se regrouper ensemble. Donc, on va avoir des points de nickel. Et ça, c'est très dur. Donc, au lieu d'augmenter les propriétés mécaniques de notre acier, on va les diminuer. Donc, chaque élément d'acier a son propre pourcentage maximal dont le fer peut s'en occuper et l'absorber surtout. Donc, on a un autre tableau ici avec les effets recherchés conjointement avec chaque colonne où on peut lire les éléments d'addition. Donc, le soufre, exemple, peut être utilisé, comme dans l'atelier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des aciers au soufre, ce qui va faire qu'on va usiner beaucoup plus facilement. On va moins briser nos outils. Mais on va augmenter la fragilité à froid. Donc, vous voyez, on a un avantage, un désavantage. Donc, chaque élément d'addition, je vous laisse les découvrir en regardant ce tableau, bien, on va avoir quelquefois des avantages, quelquefois des désavantages. Et je vous rappelle aussi que si on met beaucoup d'éléments d'alliage, ces éléments-là vont créer encore d'autres effets. Okay? Donc, ils ne vont pas s'additionner, mais ils peuvent en créer d'autres lorsqu'ils sont ensemble. Donc, c'est assez complexe. Okay? On a simplement une petite vue face à nos deux tableaux, mais on pourrait aller beaucoup plus loin que ça pour parler des éléments d'addition dans l'acier. Alors, parlons-en de l'acier. Donc, tout le monde sait maintenant que l'acier, c'est du fer et du carbone, mais ce qu'on va faire, on va y rajouter aussi des éléments d'addition. Ces éléments d'addition-là vont augmenter les propriétés mécaniques pour des utilisations particulières. Alors, comment on achète l'acier? On achète l'acier en feuilles, en tôle. Okay, donc, habituellement, la tôle va être dans une épaisseur beaucoup plus petite que des feuilles d'acier. On va avoir aussi ce qu'on appelle des profilés. Donc, ces profilés, ça va être des barres, ça peut être carré, des barres rondes. On peut avoir aussi des profilés qui sont en I, en H, en U,
en L, ce qu'on appelle les cornières. On peut avoir aussi des profilés qui sont en Z, donc vous les voyez de profil. Donc ça, lorsque on peut examiner une construction métallique, exemple d'un bâtiment, ben on va voir qu'il y a plusieurs types de poutres. Okay, les poutres en H, les poutres en I, qui sont utilisées pour des structures, des grosses structures d'acier sur des bâtiments assez imposants. Donc, l'acier de base, lorsqu'on travaille en génie mécanique, ben, c'est ce qu'on va utiliser. On va le retransformer, machinage, on va faire des trous dedans, on va les redécouper. Si on a besoin de forme particulière, ben, on ira vers le moulage. Donc, c'est comme ça qu'on va acheter l'acier brut. Alors, les aciers spéciaux non alliés, qui sont faits pour les traitements thermiques, je vous rappelle que cet acier-là, on va tendre à avoir un pourcentage de 0,8%, ce qu'on appelle l'acier eutectoïde. Donc, les aciers à traitement thermique, ce sont des aciers qui ont quand même un bon taux de pourcentage de carbone et aussi quelques éléments d'addition. Les aciers à faible teneur en carbone, donc on parle en plus bas que 0,3%, vont être très populaires, ce qu'on appelle les aciers de construction, ce qu'on appelle les aciers doux aussi, il peut y avoir cette appellation. Donc, ces types d'aciers-là sont utilisés pour le soudage. Okay, donc, si on veut souder, on va être avantagé avec des aciers faiblement alliés. Donc, c'est ces types d'aciers-là. La majorité des pièces sont faites en acier à faible teneur de carbone. Donc, facile à machiner, facile à usiner. Les propriétés mécaniques moyennes, mais c'est souvent ce qu'on a besoin sur nos pièces. Alors, on a les aciers à teneur moyenne de carbone. On donne comme exemple un crochet. Ça, c'est un très bon exemple parce que ce crochet-là, doit quand même être plus résistant que s'il était fabriqué dans un acier doux. Donc, on parle de 0,3 à 0,5% de carbone. On peut y faire un traitement thermique, donc une trempe. N'oubliez pas que les trempes sont souvent... Les trempes doivent être suivies d'un autre traitement thermique pour enlever l'effet trop durcissant de la trempe. Donc, c'est ce qu'on appelle un revenu. Okay? Le revenu, c'est qu'on va chauffer à moindre température et laisser refroidir à l'air. Ça aussi, ce sont des concepts que l'on va voir dans le cours de traitement thermique. Et aussi une plus grande résistance à l'usure. Donc, ce sont les aciers qui sont plus durs que les aciers doux. Donc, les aciers à teneur moyenne de carbone. Et on a les aciers-outils parce que ça nous prend des outils pour machiner l'acier de construction. Donc, ces aciers-là sont fortement alliés. On va y retrouver un fort pourcentage de carbone, 0,5% et plus. Et on va leur faire des traitements thermiques. OK? Et ils sont très cassants. Donc, généralement, ils ne servent pas à fabriquer des pièces complexes, mais ils vont servir à fabriquer des outils. Donc, on va parler de mèches, de fraises pour utiliser sur des fraiseuses pour le machinage. Donc, des pastilles aussi qui vont découper. Donc, tous ces exemples-là, ce sont des outils qui sont fabriqués en acier à haute teneur de carbone, aussi appelés des aciers durs. Les aciers faiblement alliés, donc les aciers de cémentation. Qu'est-ce que la cémentation ou la nitruation? Ça aussi, on va voir ça en traitement thermique. Alors, ce qui est important sur les pièces qu'on utilise en acier, c'est la couche. La petite couche de 1 mm et moins, elle doit être résistante à l'abrasion. Elle doit être résistante à l'usure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là, on va les mettre dans des bains de sel qu'on appelle la cémentation et qui vont créer une croûte beaucoup plus dure. Donc, ça, c'est intéressant pour plusieurs applications d'acier, comme les outils qu'on utilise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre des aciers à faible teneur de carbone et on va les mettre dans des environnements où on peut créer une couche beaucoup plus dure. Donc, ça se fait assez souvent. Donc, ça prend des aciers qui ont été élaborés pour ce type de traitement-là. On les voit, des SAE
des 1300, des 2300, des 4000, 4100 et 4600. On verra des détails sur ces aciers-là dans quelques minutes. Trempe dans la masse. Qu'est-ce que ça veut dire, la trempe dans la masse? Ça veut dire une trempe complète. Ce qui est assez dur à faire. Parce que imaginez une tête de marteau. Si je veux absolument que le centre de la tête de marteau soit à la même température que la surface, ben, il faut le mettre, il faut prendre ces pièces-là, il faut les mettre dans des fours, puis il faut éviter aussi de surchauffer la surface. Parce que si je surchauffe la surface, ben, les éléments d'addition et le carbone vont tout simplement s'évacuer de la surface. Donc on appelle ça des points de surchauffage. C'est très, très pointu comme manipulation. Donc, on ne peut pas juste dire, bon, on va chauffer jusqu'à temps que le centre soit complètement chaud, à la même température que la surface, okay, sans se préoccuper de certains phénomènes de surchauffage au niveau de la surface. Et vous voyez aussi les types d'acier qui sont utilisés pour les aciers pour la trempe dans la masse. Ça a été vu. Alors, on a les aciers fortement alliés. Donc, quelquefois, on va utiliser ces aciers-là. Et je vous rappelle que les aciers inoxydables, c'est une famille à part des aciers. Okay, parce qu'on a beaucoup de nickel et beaucoup de chrome. Donc, une grande résistance à la corrosion. Okay, donc, on les a élaborés pour ça, pour pas qu'ils ne rouillent facilement. Okay, l'acier inoxydable peut rouiller. Alors, il y a une certaine méconnaissance des aciers inoxydables en disant que ces aciers-là sont indestructibles. C'est faux. Ils peuvent être affectés par plusieurs choses, comme exemple le chlore. Alors, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des piqûres. Qu'est-ce qu'une piqûre? C'est tout simplement des points blancs qui vont apparaître et qui, à un moment donné, vont créer le phénomène de rouille comme sur un acier normal. Donc, le fer et le chrome, ensemble, vont s'unir pour créer une couche de passivation, okay? Donc une couche passive, on l'appelle ça comme ça, sur la pièce en acier. Cette couche-là, ben, elle est très dure à percer au niveau de l'oxygène, donc la rouille ne sera pas un phénomène normal dans ce cas-là. Donc l'acier inoxydable, dans la plupart des cas, est très efficace contre la corrosion. Mais sa couche, passive, va empêcher l'oxygène de venir, surtout dans le centre de la pièce, comme sur une pièce d'acier normale, ce qui va créer des phénomènes de corrosion. Alors, on a des aciers inoxydables. On va rentrer dans la famille des aciers inoxydables. Acier inoxydable austénitique au nickel-chrome. Ce sont les plus utilisés. Okay. Ils peuvent être durcis par écrouissage, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur des presses pour leur donner des formes particulières. Mais on ne peut pas les tremper. Alors, on vous donne des exemples, des pièces embouties, chaudron, cuivre. Donc, on sert beaucoup de l'acier inoxydable au niveau de l'industrie agroalimentaire. Puis, si on veut avoir de la visserie, exemple, qui est protégée par la corrosion, bien, on va utiliser des vis écrous faites en acier inoxydable. Donc, on a 12 à 35 % de chrome, ce qui est beaucoup dans ces types d'aciers-là. 7 à 20 % de nickel, qui est encore un pourcentage très haut. Et on va avoir un pourcentage de carbone qui est quand même assez faible. Alors, si on a les aciers inoxydables ferritiques, donc ils ne durcissent ni par la trempe ni par l'écrouissage, ils sont faciles à étirer. Donc, on va les utiliser beaucoup pour faire toutes sortes de pièces. On en a quelques exemples ici. Donc, 12 à 35 % de chrome et on a 0,12 % de carbone. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus de carbone dans le ferritique que dans l'acier austénitique. Et, détail qui n'est pas indiqué ici, les aciers inoxydables ferritiques sont magnétiques. Donc, c'est-à-dire que si on met un aimant, ils vont coller sur la pièce. L'élément va coller sur la pièce. Et les aciers inoxydables martensitiques, résistants au choc. On va en rencontrer beaucoup dans l'industrie, l'acier inoxydable martensitique.
Facile à utiliser, on peut quand même les transformer relativement facilement, mais il ne faut pas oublier que les aciers inoxydables sont toujours plus durs que les aciers normaux. Donc 12 à 35% de chrome et 0,15% de carbone. Il est très important aussi, lorsqu'on commande de l'acier inoxydable, de spécifier quel type d'acier inoxydable on veut. Ça, c'est important, parce que si vous faites de la sous-traitance, ben, la pièce ou le mécanisme que vous allez utiliser, que vous allez fabriquer, ben, peut-être que la personne qui va l'acheter voudra savoir quel type d'acier inoxydable est utilisé. Donc, vous voyez, on a les aciers inoxydables qu'on rencontre dans l'industrie. Alors, on a les ferritiques, le 409, qui est quand même, et surtout dans les martensites, le 410. Okay, vous voyez là, sur le tableau, là, on a les ferritiques, on a les martensites. La 410, là, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'industrie. Okay, acier inoxydable, 410. Les autres qu'on va rencontrer, c'est dans la série 300. Donc, c'en est les austénitiques. Traditionnellement, il est un peu moins cher. Donc, on va avoir du 3001, du 3004 et le 3004L. Excusez pas les 3000, mais la série 300. Donc, je répète, alors on a la série 300, les 304 et les 304L, 316, 316L. Que veut dire le L? C'est low carbone. Donc, on peut les souder plus facilement. Je vous répète que quand on soude, on doit avoir un taux de carbone qui est moindre. Parce que c'est plus facile. Le carbone va nuire au soudage. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit sur le marché les aciers inoxydables 304L et 316L. Ça, on peut en rencontrer pour faire toutes sortes de structures là, assez intéressantes, puis on peut les souder en plus. On a les duplex qui prennent de plus en plus de place dans l'industrie. OK? Donc, ce sont des aciers qui sont mi-martensitiques, mi-ferritiques, quelquefois aussi. Donc, on ne peut pas vraiment les classer dans une famille, mais pour certaines utilisations pointues, on va les retrouver. Les duplex. Donc, vous avez encore d'autres informations. Je vous laisse lire sur ces informations-là dans les petits cases pour les aciers inoxydables. OK, donc, c'est dans la série 300, là, qui est une série très courante dans l'industrie. Série 400. Laminage à froid. Il faut savoir c'est quoi le laminage à froid. Le laminage, c'est lorsqu'on a fabriqué notre pièce dans une fonderie, ben on l'a passé sous des rouleaux, donc sous un laminoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser les grains pour leur donner des meilleures propriétés mécaniques. On va le faire pour l'acier normal, on va le faire aussi pour l'acier inoxydable. L'acier inoxydable, c'est encore plus flagrant. Lorsqu'on regarde une plaque d'acier inoxydable, on voit un grain qui peut être associé quelquefois au grain ce qu'on va retrouver sur des plaques de bois. Donc, ça va ressembler à ça. Mais c'est sûr que là, on est complètement ailleurs. OK? Donc, on n'est plus dans l'organique, mais on est dans le métallique. Mais ces grains-là sont intéressants. Puis, je vous le dis, là, quand on est dans l'industrie, si on fait du pliage, de l'écrouissage, il faut savoir le sens du grain. Le sens du grain sur une plaque d'acier, c'est le sens de la longueur. Pourquoi il faut savoir le sens du grain? Bien, lorsqu'on plie, bien, il faut toujours plier perpendiculairement au sens du grain, parce que si vous pliez dans le même sens que le sens du grain, bien, vous allez avoir une faiblesse face à ça. Donc, c'est un petit truc que je vous donne dans l'industrie, et il faut le savoir. Donc, on continue de regarder nos pages. On est rendu à la page 69, matériaux et procédés. Donc, les profilés traditionnels. Laminé à chaud, laminé à froid. Ça aussi, lorsque vous allez confronter à commander de l'acier. L'acier laminé à chaud, l'acier laminé à froid. L'acier laminé à chaud, c'est celle qui est la moins dispendieuse, celle qui coûte le moins cher. On peut la reconnaître avec une fine couche d'oxyde. Mais ça, c'est pas dramatique. S'il y a une petite couche d'oxyde, là,
On peut prendre la pièce ne sera pas affectée mécaniquement. La seule chose, c'est que habituellement, ben, il faut enlever cette petite couche-là de, de ferrite. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va souvent la passer au jet de sable, puis après ça, on va la peinturer. Donc, elle n'a pas un beau fini. Si elle reste à l'extérieur, on va créer une petite couche d'oxyde, puis il faut l'enlever. Si vous commandez de l'acier laminé à froid, laminé à froid, c'est un acier qui a des résistances mécaniques supérieures. Évidemment, on va payer plus cher. Alors, on a un beau fini. Exemple, si on commande des plaques d'acier laminées à froid, bien, entre chaque plaque d'acier, si on a ce qu'on appelle une palette, là, donc on a plusieurs plaques d'acier qui sont livrées en même temps, bien, entre les plaques d'acier, on va retrouver une fine couche d'huile avec du papier. Donc, on va les protéger. Souvent, on va utiliser laminé à froid aussi pour un beau fini de surface. Meilleure propriété mécanique et ça coûte plus cher que laminé à chaud. Ce qu'on commande généralement, c'est du laminé à chaud lorsqu'on fait des grandes structures. On a l'acier réfractaire. Qu'est-ce que l'acier réfractaire? Bien, c'est un acier qui a été développé pour les hautes températures. Pour faire 2-3 phrases d'histoire, ben, c'est lorsque on a commencé à élaborer des moteurs à réaction pour les avions, ben, on s'est aperçu que ces moteurs-là fondaient. Pourquoi ils fondaient? Parce qu'on avait des températures de 700 degrés à 1000 degrés Celsius. Alors, la technologie, on ne pouvait pas construire ce type de réacteur parce qu'on n'avait pas développé certains alliages, certains aciers pour résister à ces températures. Donc, il a fallu élaborer des aciers qui sont vraiment faits pour cette utilisation-là. C'est ce qu'on appelle les aciers réfractaires. Maintenant, on va l'utiliser pour les turbines, pour les fours, dans les moteurs à combustion. Donc, ce sont des aciers très élaborés au niveau de leur alliage. Évidemment, ben, s'ils coûtent excessivement cher, vous allez lire la page qui est ici pour en savoir plus. Alors, celui qui est le plus connu, c'est l'Iconel. L'Iconel qui est souvent classé dans les aciers inoxydables. Si vous travaillez avec ces types d'aciers-là, bien souvent, vous allez travailler dans des usines qui vont fabriquer des moteurs à réaction. Comme chez Pratt & Whitney, là, ben, ce sont des termes qu'on connaît. OK? Donc, ça, c'est vraiment des types d'alliages qui sont faits pour des réacteurs. Donc, vous en voyez aussi quelques autres applications. On parle de pièces de moteur, vilebrequin, etc., des essieux, des roulements à billes, instruments médicaux. On a nos fameuses pastilles lorsqu'on va faire du machinage, hein, donc des W1. Ça, c'est un acier qu'on entend souvent parler dans l'industrie, là, du W1, qui est donc trempé à l'eau. Alors, on a aussi du O1, qui est trempé à l'huile, et du A2, qui est trempé à l'air. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains techniciens qui ont travaillé dans le domaine des mines. Puis, ce sont des aciers qui sont beaucoup utilisés. Parce qu'on peut les tremper facilement. Donc, on les chauffe, on les met dans l'eau, on les met dans l'huile. Ça fait des pointes qui sont dures, donc qui sont résistantes à l'abrasion. Puis, c'est comme ça qu'on va les utiliser. Évidemment, ce sont des aciers qui sont relativement fragiles parce qu'ils sont cassants. Le petit tableau vous en dit plus. Donc, les aciers en résumé. Fer plus carbone, fer et fonte. N'oubliez pas que la fonte a un haut pourcentage de carbone. Et on a nos aciers qui sont dans le milieu de 0 à 2 %. Donc, les aciers au carbone, ce sont des aciers où on va avoir beaucoup de pourcentage de carbone et beaucoup d'éléments d'alliage aussi. Je fais tourner ça ici. Donc, pour les lire, le matériau est procédé dans le bon sens. Donc, les petits tableaux qu'on vient de voir sont indiqués avec des numéros SAE.
C'est important de le savoir parce que le dernier travail que je vais vous donner de 10%, chacun aura des pièces spécifiques. Il faudra aller chercher l'information, en tout cas au début, là, dans ce que je vous montre présentement. Chaque pièce d'acier a un usage particulier. Et souvent, on va avoir créé un alliage fait pour ces pièces-là. Donc, des essieux, la machinerie agricole, okay, donc les premiers alliages spécifiques ont été faits pour eux. Bac de roulement, carrosserie de voiture. Maintenant, c'est excessivement complexe. Hein, la carrosserie d'une voiture, plusieurs types d'acier vont être soudés ensemble. Les boulons, okay, donc les pièces carburées, les ressorts, donc les fameux 10,95, 10,90 pour des ressorts. Hein, donc c'est ce qu'on voit souvent là, comme nomenclature pour des alliages, pour des aciers ressorts, des tiges de chaîne, disques d'embrayage. Donc, vous voyez, toutes ces pièces-là, on a des alliages spécifiques. Ces alliages-là sont désignés par un numéro SAE. Encore ici, vous en avez un autre lisse. Suite de la liste, je vous rappelle que ça, vous allez en avoir besoin pour le travail final. Tableau d'équivalence. Quand on travaille, surtout au niveau international, hein, parce que de plus en plus, on a l'effet, ce qu'on appelle de la mondialisation. Alors, c'est très important, okay, de savoir les concordances entre les différents codes d'acier. Donc, le SAE, AISI, ce sont les plus connus. Okay? Dans le monde, là, souvent, on va avoir une bonne connaissance de ces types d'acier-là. Mais on peut avoir, par exemple, les DIN, DIN, qui est la norme allemande, la norme UNS aussi, qui est une ancienne norme qui est utilisée par les militaires, donc c'est une norme de l'armée. Donc, il faut voir qu'un 10-18, qu'est-ce que ça donne dans d'autres normes? Ben, on n'a pas le choix, il faut faire des recherches Internet, il faut avoir des livres avec des chartes, comme on voit ici présentement. Là. Et quelquefois, ça peut donner des mots de tête, je vous le dis tout de suite, là, de faire la concordance entre les différents codes d'acier. Donc, vous avez des questions de revision, si jamais vous voulez vous pratiquer pour l'examen. Je vous laisse les lire et on pourra en discuter au prochain cours. On parle des fontes. Donc, les fontes du fer avec beaucoup de carbone. Okay? C'est facile de créer des pièces en fonte parce que la fonte va bien se mouler. Okay? Mieux que l'acier. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent des pièces qui sont faites en fonte coulée. Il faut avoir une bonne température de fusion. On parle de 1200 à 1500 degrés Celsius, ce qui est beaucoup, là. Donc, de 2 à 4 % de carbone. Et fragile, c'est-à-dire que s'ils sont dans une situation où on frappe dessus, généralement, ils vont casser. Alors, on va regarder quelques types de fonte. On a la fonte grise ou à graphite lamellaire. On les voit, les petites lamelles dans la microstructure. OK, donc juste à côté, là, la petite représentation. On a une couleur grise. Bonne coulabilité, donc on peut faire des pièces facilement par moulage. Bonne résistance à la compression, pour les vibrations. Donc, on va utiliser ça pour des bâtis de machines, des supports. Ça a tendance à s'en aller vers... des bâtis de machines, on va les faire plus en magnésium, là, parce que c'est beaucoup plus léger. Je vous rappelle que la fonte est excessivement pesante. Donc, la forme en forme de lamelle, comme vous voyez ici, c'est un effet important, c'est les propriétés mécaniques de la fonte grise. Donc, on va en rencontrer beaucoup de fontes grises. Okay, vous avez le petit tableau des caractéristiques des fontes grises, là. Alors, je vous rappelle que les numéros que vous allez voir ici, comme le numéro 28-25, ce sont des numéros de fonderie. Donc, ce sont des alliages qui ont été vraiment élaborés spécifiquement pour des fonderies. Et on a aussi on a l'effet d'autolubrification. Ça, c'est très bien pour les fontes. Alors, on prend ces pièces-là de fonte, on les met dans l'huile, ils vont absorber cette huile, une partie. Et lorsqu'on va les assembler, bien, lorsqu'ils vont chauffer, l'huile va sortir. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les automobiles d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'avoir de séances de graissage
comme il y a plusieurs décennies où il fallait graisser certains points névralgiques, surtout en dessous de l'automobile. Maintenant, on a beaucoup de pièces auto-lubrifiées, ce qui va faciliter l'entretien des véhicules. On a les fontes à graphite sphéroïdal. Donc, vous voyez, là, tout le carbone s'est aggloméré dans des grosses billes de carbone dans la fonte. OK? Donc, on a un peu de magnésium avant le moulage. Bonne ductibilité, résistance à l'usinabilité, résilience, excusez, donc on peut facilement les usiner. Alors, on donne des exemples, des vilebrequins au niveau des arbres, pas des arbres, mais des moteurs à combustion thermique, des arbres de transmission, et la fonte malléable aussi, donc avec la fonte blanche, vous voyez un peu comment va se redistribuer le carbone, le surplus de carbone, parce que là, on est vraiment en sursaturation de carbone que lorsqu'on parle de fonte. Alors, les capteurs de voiture, puis je peux vous dire que c'est encore là que la fonte est utilisée. Okay, donc, surtout si on parle de moteur au diesel. Moteur à combustion interne à l'essence, ben, on va utiliser plus d'aluminium, mais là, la fonte, lorsqu'on a des moteurs lourds, là, des moteurs qui sont faits au diesel et qui sont faits pour être, exemple, sur les camions, ben, on va avoir des blocs moteurs en fonte, et souvent, ce sont des fontes malléables. On a des exemples de microstructures en bas de la page 87. Donc, vous voyez que le graphite peut prendre plusieurs formes, des lamelles, des globules, ça peut être des grosses billes sphéroïdales. Alors, c'est sûr que le surplus de carbone doit apparaître quelque part dans notre structure de fonte. Donc, les fontes, okay, une famille particulière dans le monde du fer et du carbone. La fonte blanche, donc vous voyez à quoi ça ressemble si on en fait une microstructure. Équipement de broyage, utilisé beaucoup au niveau métallurgique dans les mines pour faire du concassage. Donc le tableau 10.5, alors vous avez la fonte blanche, grise, malléable et GS aussi, là, qui est une des dernières fontes qui a été élaborée pour surtout des blocs moteurs. Donc, c'est un bon résumé de ce qu'on va retrouver au niveau des fontes. Okay, dans le tableau 10.4, en haut de cette page-là, ben, vous avez les pourcentages de carbone, de silicium, manganèse, soufre, phosphore. Et en bas, ben, on a le classement STM. Je vous rappelle que c'est des numéros de fonderie. Donc, on va moins utiliser ces numéros-là de fonte que si on est exemple dans un atelier. L'état, on va le recevoir, puis les propriétés mécaniques. Donc, on va avoir une beaucoup plus grande résistance, mais une fragilité qui est plus grande que l'acier. Alors, on a nos fontes alliées, les matériaux et procédés. Donc, vous voyez ici, on a encore une vision là, vraiment là, des familles des fontes. Je vous laisse les découvrir, quelques pièces qu'on peut faire en fonte. Petite histoire de l'acier. Donc, on n'ira pas très loin au niveau de l'histoire de l'acier, juste pour dire que le fer a été élaboré. On parle du Moyen Âge, mais on a commencé bien avant, en Afrique, à faire de la métallurgie. On retrouve beaucoup de fours et on retrouve beaucoup de traditions au niveau d'élaboration de faire du fer. Okay? Donc, le fer, ça a été vraiment le premier type de métal qu'on va avoir fait après le bronze. Donc, on a l'âge du bronze, on a l'âge du fer. Puis, à travers les siècles, on a pu élaborer toute cette métallurgie-là. Après ça, on a fait la fonte. Et pour la révolution industrielle, donc on parle de 1786 et plus, ben, on a élaboré ce qu'on appelle de l'acier, donc un fer, mais donc on a contrôlé sa fabrication et surtout son pourcentage au niveau des alliages. Et c'est ça qui a permis de construire des trains, des ponts. La révolution industrielle a fait beaucoup de structures métalliques. On en a un exemple ici dans la ville de Québec avec le pont de Québec. Et après ça, ben, on a tombé dans le 20e siècle, l'automobile, l'aviation un peu, mais on a fait encore beaucoup de choses avec l'acier au niveau des structures, au niveau des bâtiments. Donc,
Vous lirez ces petites pages-là, c'est intéressant. Comment qu'on construit l'acier? Bien, ça prend ce qu'on appelle un plan. Un plan, là, c'est vraiment un endroit très grand, très vaste, où on a des hauts fourneaux qui vont faire fondre nos minerais avec du charbon, du coke, en tout cas plein de choses qui alimentent la combustion. Ici au Québec, on n'a plus de plants qui fabriquent des pièces en acier. Donc, toute la production, même en Europe, la production a beaucoup diminué. On va se retrouver plus au niveau des pays asiatiques qui vont élaborer des aciers. Je vous rappelle que les pays scandinaves, hein, la Suède, la Norvège, surtout la Suède, vont être encore des spécialistes d'acier excessivement pointus. Donc, les aciers-outils vont être souvent élaborés à partir de grandes usines suédoises. Mais tout l'acier qu'on utilise, là, vient un peu des États-Unis et beaucoup de la Chine. Alors, on peut partir du minerai pur, mais aussi on peut prendre de la ferraille. Donc, cette ferraille-là va être fondue dans un grand four. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des billettes. Les billettes, c'est quoi? C'est tout simplement des petites pièces comme des lingots, des gros lingots. Et on va les faire refondre. Et là, c'est important de venir les laminer, donc les passer à travers des rouleaux pour en faire des extrusions. Vous le voyez ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ça prend quand même beaucoup d'équipements. Donc, des grandes surfaces avec des fours, des hauts fourneaux, des laminoirs. C'est toute une organisation. Alors, n'oubliez pas que les aciers vont être laminés, donc ils vont passer sur des rouleaux. Lorsque c'est laminé à chaud, on va passer sur des rouleaux d'une façon quand même assez simple. Lorsque c'est laminé à froid, bien, les rouleaux vont être refroidis avec de l'eau, ce qui va faire que ça va créer un traitement thermique particulier, qui est donc une trempe une trempe superficielle, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui va leur donner les meilleures propriétés mécaniques. Le laminage. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de l'écrouissage. En gros, l'écrouissage, c'est que vous prenez des rouleaux, vous écrasez une pièce qui est quand même à bonne température, donc on parle de 1000 degrés Celsius, et les grains vont s'écraser. Donc les structures métalliques vont devenir plus compactes. Et vous savez que plus que les grains sont compacts, mieux ça va être au niveau mécanique. On le voit très bien ici à la page 97. Hein? Donc en A, si on regarde là, la deuxième rangée, en A, ça c'est l'acier sans avoir de laminage, avec un début de laminage et fortement laminé en C. Donc vous voyez, les grains ont été écrasés. Ça c'est vraiment un bon exemple de ce que donne le laminage et ce qui va augmenter les propriétés mécaniques de l'acier. Je vous laisse lire la page 97. OK, on tombe dans les métaux non ferreux. Qu'est-ce que les métaux non ferreux? Ben, on parle surtout de l'aluminium, mais on va avoir du bronze, on va avoir de l'étain. Donc, les métaux non ferreux. Aluminium, cuivre, magnésium, le zinc, le titane, le nickel et leurs alliages. L'aluminium au Québec, on connaît l'aluminium parce qu'on est des grands producteurs d'aluminium. Pourquoi on est des grands producteurs d'aluminium? Parce qu'on a facilement accès à des sources qui vont produire de l'électricité. Donc, on peut faire des barrages. Donc, l'électricité ne coûtant que quelques sous, comparé à d'autres endroits dans le monde où il faut avoir des moteurs au gaz pour créer de l'électricité, ben, on a pu avoir une production d'aluminium quand même intéressante. Ça, c'est fait depuis le début du 20e siècle. Alors, l'aluminium, c'est fait à partir d'alumine. L'alumine, là, on en trouve presque partout sur la Terre. Okay? C'est très commun à la surface de la Terre, sauf au Québec. Donc, il faut faire venir notre alumine, principalement du Brésil. Et l'alumine, c'est l'atome d'aluminium qui est pris avec l'atome d'oxygène. Et ça prend
on va introduire de l'énergie de façon assez conséquente. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'électricité. Il faut casser le lien entre l'aluminium et l'oxygène. Donc cet aluminium-là, une fois élaboré, ben, on va en faire des profilés, surtout des plaques. Et il faut savoir un peu quels sont les numéros d'alliage des aluminiums. Donc, on parle d'alliage numéro 1000, 3000, 5000, 6000 et 5000. La série 1000, c'est un alliage qui est proche d'un aluminium pur. Donc, peu de propriétés mécaniques, facile à transformer. On l'utilise presque pas. La série 3000, OK, donc facilement mise en forme. Donc, si vous voulez faire, exemple, des ustensiles, des pièces de cuisine, ça va aller. Série 5000. OK, donc on va avoir une résistance mécanique moyenne, améliorer l'écrouissage, bonne soudabilité. Ça, on va en rencontrer souvent dans l'industrie. OK, la série 5000, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Qu'est-ce que vous allez retrouver la plupart du temps? C'est la série 6000. Donc, je vous le dis, là, si vous dites « je veux de l'aluminium, point », donc vous ne spécifiez pas d'alliage, c'est ce qu'on va vous fournir de la série 6000. 60-61. OK, on le voit dans le tableau, du 60-61. C'est quoi du 60-61? C'est tout simplement un alliage qui avait été élaboré pour l'aviation. Puis c'est un alliage standard. Donc, c'est ce qu'on va retrouver généralement là, pour faire toutes sortes de pièces mécaniques, comme des embarcations. Donc, le 60-61 T6, okay, donc le T4 et le T6, qui sont des traitements thermiques, là, les lettres T4 et T6, ben, ça me donne c'est l'aluminium bon à tout faire. La série 5000, qui avait été élaborée après la Deuxième Guerre mondiale, ben ça, là, souvent, lorsqu'on veut des meilleures propriétés mécaniques, donc, si on parle de pièces, exemple, qu'on va rencontrer dans le monde sportif, donc bâton de ski, toutes sortes de choses qui sont faites à partir d'aluminium, qui de plus en plus vont être faites en fibre de carbone, ben, on sera dans la série 5000. Série 5000 qui avait été élaborée pour des pièces militaires, mais qu'on va rencontrer beaucoup maintenant dans l'industrie. Donc, meilleure propriété mécanique que la série 6000, coûte un peu plus cher. Et on a aussi les aluminiums à alliage de fonderie, parce que ce qu'on appelle en anglais des casings, là, vous allez peut-être entendre ça dans certaines entreprises. Là. Donc, les moulages d'aluminium sont quand même assez populaires. Donc, on a les propres numéros au niveau des alliages. Puis ces alliages-là, ben, se coulent assez facilement. Il faut faire attention, par exemple, parce que on peut avoir des effets hétérogènes. C'est-à-dire que, quelquefois, les éléments mis dans l'alliage vont mal se mélanger. Donc, ça arrive souvent. Donc, on a des faiblesses face aux pièces qu'on a moulées. Donc, il faut faire attention pour mouler l'aluminium. Alors, là, on a le cuivre et ses alliages. On va quitter l'aluminium pour parler du cuivre. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le cuivre, OK, a plusieurs familles. Donc, on parle du laiton. Donc, le laiton, c'est pas un élément. OK, c'est du cuivre plus le zinc. Donc, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Le bronze, c'est du cuivre, OK, plus de laitin. Et on a les cupro-nickel, cupro-aluminium et mèche forte. Donc ça, on rencontre ça moins souvent. Ce qu'on va rencontrer beaucoup plus souvent, c'est le laiton et le bronze. Donc le cuivre pur aussi peut être utilisé. Son désavantage, c'est qu'il coûte quand même assez cher. C'est intéressant, il est contre la corrosion, mais il faut faire attention parce que lorsqu'il va se corroder, il va créer une couche verte, caractéristique que l'on connaît presque tous, okay, puis qui va protéger le cœur de la pièce. On peut le voir aussi sur ici là, au Québec, certains bâtiments patrimoniaux, on va avoir des plaques de cuivre qu'on va installer sur la couverture. Lorsqu'ils vont devenir vertes, ben, ils vont aussi se sceller.
ce qui est intéressant de ce côté-là. Donc le cuivre pur, on l'a utilisé beaucoup au niveau électrique. Puis, comme ça, c'est son coût qui fait qu'on va l'éviter. Chaudronnerie, si on veut être un petit peu plus sophistiqué que des chaudrons en aluminium, on va utiliser du cuivre. Le laiton, utilisé beaucoup dans le monde nautique, okay, parce qu'il ne rouillait pas. Cuivre plus du zinc, donc on va additionner du zinc, puis on va l'utiliser beaucoup pour en faire des pièces qui vont être auto-lubrifiées sur des portées de roulement, des arbres en rotation. On va mettre des supports qui sont en laiton. Donc, vous voyez, ce laiton-là, ben, on peut facilement le machiner. Donc, c'est intéressant. Ça a un beau fini aussi. Puis, résistance mécanique moyenne, on peut le voir dans le texte, là, puis on a des petits tableaux aussi qui vous l'expliquent. Je vous laisse les découvrir. On a le bronze, qui est un alliage qui a une forte historique, cuivre plus éteint, parce que dans le minerai de base qu'on va retrouver, là, le cuivre était avec de l'étain. C'est pour ça qu'on pouvait le faire fondre directement. Donc le bronze, encore là, ce sont des pièces qui vont servir à supporter des arbres tournants, souvent. Et donc des portées de bronze. Alors, je vous laisse aussi découvrir à la page 107 le bronze. On a nos numéros industriels. On a certaines pièces. Ce qu'on a fait de plus gros en bronze, c'est probablement des hélices de bateau. Donc, on avait des hélices assez conséquentes face à ça, mais on peut retrouver aussi dans la tuyauterie industrielle des pièces de bronze. On a le magnésium. Donc, le magnésium, OK, c'est un type d'alliage très léger, propriété mécanique de moyenne à faible, mais on va surtout utiliser l'aluminium dans le magnésium, on va surtout l'utiliser dans l'aluminium, donc comme élément d'addition. Pur. Il faut faire attention parce que s'il tombe en fusion, on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. On en a parlé dans le cours. Puis on peut faire certaines pièces en magnésium. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne rouille pas. On a du zinc. Faire attention parce que souvent, vous allez entendre des personnes parler de fer blanc. Ah, du fer blanc. Exemple sur des conserves. Ah, c'est du fer blanc. Mais le fer blanc, là, c'est pas du zinc, OK? C'est une espèce d'amalgame entre du magnésium, souvent le du zinc, mais qui va être fortement contaminé par d'autres types d'éléments. Donc, il n'y a pas vraiment de définition pour le fer blanc. Mais si on parle de zinc en tant que tel, là, c'est plus intéressant. Alors, le zinc, on l'a utilisé parce que ça ne rouille pas. On a commencé pour les boîtes de conserve à faire des soudures en zinc, okay, parce que ça ne rouillait pas, donc c'était pas dangereux de contaminer la nourriture qui était à l'intérieur. Et on va retrouver aussi des plaques zinguées, okay, donc de l'acier galvanisé. Alors pourquoi on va le galvaniser? Bien, tout simplement, la couche de zinc va se détruire au lieu que la plaque d'acier va rouiller. Donc on appelle ça la galvanisation. C'est indiqué à la page 111. On a le titane qui coûte excessivement cher, c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas souvent. Le titane, ce qui est intéressant, c'est que si on met des implants de titane dans le corps, exemple pour soutenir des os qui ont été cassés ou des hanches artificielles, ben, il y a la propriété de ne pas être rejeté par le corps humain. Donc on ne peut pas avoir plein de choses qu'on peut introduire dans le corps humain en disant bon ben on va mettre des vis en acier puis ça va faire souvent il va y avoir une réaction du corps puis ça peut être même mortel alors que le titane lui va réagir quand même assez bien. Donc des hanches artificielles maintenant c'est une opération presque bénigne, on le retrouve partout là pour les personnes âgées, mais le titane va surtout servir pour résistance à la corrosion, résistance à la chaleur. Ce qui freine son utilisation, c'est surtout le fait qu'il coûte excessivement cher.
Sinon, ben, ça serait presque le métal idéal. On vous en donne quelques informations à la page 112 avec les types d'alliages qu'on va retrouver dans l'industrie. Le nickel. Alors, au Canada, on a produit beaucoup de nickel. On a des mines de nickel, pas au Québec, mais surtout dans la province d'à côté, c'est-à-dire l'Ontario.